messieurs, je vais d'abord vous demander de bien vouloir excuser ma voix qui est désagréable à écouter et assez problématique à faire sortir. Donc, mais je pense que c'était important qu'on tienne quand même cette rencontre d'aujourd'hui. Donc je prendrai peu la parole, si ce n'est à la fin, tout petit peu au début, peut-être quelques moments pour démarrer chaque table ronde, et je demanderai à mon collaborateur Arnaud de Morny, qui a été un des grands artisans de la réussite de cette rencontre, de vous présenter chacun des présents pour les tables rondes. Ça m'évitera d'user à l'excès ma voix. Donc, première chose que je voulais vous dire, d'abord vous remercier d'être là un samedi après-midi. Et je voulais vous dire qu'on avait souhaité faire ce colloque avec un esprit transpartisan entre des sénateurs et sénatrices de différents groupes politiques qui vont de la droite de l'hémicycle à la République en marche, en passant par le groupe communiste et le groupe socialiste. Le problème que nous avons, c'est que le samedi, qui est un jour plus facile pour avoir du public, n'est pas le meilleur jour pour les parlementaires qui sont souvent dans leur circonscription et dans leur département. De sorte qu'une partie de nos collègues on a fait des vidéos avec eux, ou elles, et par ailleurs m'ont indiqué qu'ils allaient écouter très attentivement l'ensemble du déroulé que nous sommes en train d'inscrire en vidéo. Parce que tout le monde a conscience que la question de l'avenir de l'industrie française, de la réindustrialisation, est un des enjeux majeurs de la période. Premier constat positif, c'est que peut-être il y a 4-5 ans, on n'aurait pas pu faire ce colloque dans le même état d'esprit. La prise de conscience collective de la gravité de la situation en termes économiques, d'emploi, de rayonnement de la France, mais aussi d'indépendance et de souveraineté, n'était peut-être pas une conscience aussi partagée de la nécessité de maintenant prendre le taureau par les cornes. Donc la conscience a augmenté, même si toute une série des dirigeants, je pense surtout à la haute administration, dans certains domaines économiques aussi, sont toujours très dubitatifs. Les mêmes qui, il y a une dizaine d'années, nous expliquaient qu'il fallait bien se résoudre à la réalité. La France serait une terre de services, voire une terre de services financiers, et qu'on n'allait plus rester une industrie que c'était derrière nous, que la mondialisation, bon, je vous passe les détails, pour une large part, vous connaissez ce discours. Une partie de ceux-là continue à dire c'est pas possible, on n'y arrivera pas. Bon, alors moi qui manque souvent de nuances dans la présentation des propos, je dis que c'est du Munich intellectuel qui est extrêmement dangereux et qu'il faut combattre de toutes nos forces. Néanmoins, on voit bien que le pays, dans ses profondeurs, et même les responsables politiques, dans leur diversité, ont accru leur niveau de conscience et, je l'espère, d'engagement. Reste que il y a souvent un énorme décalage entre les intentions faites, annoncées, et les actes qu'on voit se poursuivre sur le terrain. On a encore des tas d'entreprises qui ferment parce que, sous pression étrangère, délocalisation rampante, discrédit de ces entreprises, elles ferment, et souvent il y a de la mobilisation locale, mais il n'y a pas une organisation des pouvoirs publics, des forces vives du pays pour empêcher ces départs, préparer les mutations quand elles s'imposent et éviter qu'on soit victime de prédateurs dans notre pays. Il y a aussi des choses positives, qui est l'annonce de vouloir engager le pays autour de grands axes stratégiques, par exemple France 2030. Après, on peut avoir des grosses discussions sur l'ampleur des moyens dégagés, sur le risque assez fort en France, historique, de tout concentrer sur quelques secteurs et pas se rendre compte que l'industrialisation, c'est à la fois des caps stratégiques, mais aussi des tissus diffus qui s'entretiennent mutuellement, et que, à tout concentrer dans quelques grands pôles d'avenir, on peut facilement être indifférent à la disparition d'entreprises, de savoir-faire, de technologies qui, par ailleurs, peuvent s'avérer aussi tout à fait essentielles dans la durée. Donc, il y a un gros risque on parle
et on agit peu. Et troisièmement, il y a aussi un climat ambiant. Tout le monde dit on va réindustrialiser, mais on est parfois, alors là aussi je suis un peu brutal dans la formule, on est un peu bisounours. On croit qu'il suffit d'avoir les bonnes méthodes, d'avoir les bons choix, et que tout ça va se passer tranquillement. Ben, la réalité, c'est qu'on est, alors là, j'assume comme mes amis de l'école de guerre économique, nous sommes dans une guerre économique. Et la guerre économique, elle est à tous les niveaux et avec une multiplicité d'acteurs. C'est pas seulement la Chine et les États-Unis, ça, André en parlera de la Chine, mais il y a aussi les multinationales entre elles, un certain nombre d'entreprises elles-mêmes qui se considèrent en guerre contre les autres. Et souvent, on est très désarmé, ou souvent on réagit trop tard. On réagit quand les syndicats viennent défiler pour dire c'est pas possible, on va fermer tel endroit. Ils vont à Bercy, et à part quelques cas rarissimes, on leur dit ben, on ne peut plus rien faire maintenant, c'est trop tard, c'est trop compliqué, c'est pas un produit d'avenir. Le nombre de produits d'avenir qui sont devenus d'avenir parce qu'on a fait les mutations technologiques qui s'imposent, il y en a autant qu'un évêque peut en bénir. Donc à partir de là, ce que je voulais dire, c'est que le but de ce colloque, c'est dans notre côté transpartisan d'aller en profondeur dans les débats. Est-ce qu'on va être tous d'accord, déjà entre acteurs, entre politiques, sur les bonnes réponses à apporter? Parce que sans doute, il y aura des terrains sur lesquels on sera d'accord, puis des terrains où les priorités ne sont pas les mêmes, parce que c'est aussi l'intérêt du débat démocratique. De ce point de vue, la présence au Sénat est assez symbolique, parce que cette chambre, la deuxième chambre, est une chambre où, plus qu'ailleurs, j'ai eu presque tous les mandats de la République. Donc j'ai peut-être le recul et j'ai même été député européen. Plus qu'ailleurs, il y a une part de champ qui correspond, je ne dirais pas au consensus, mais à un accord de base et des affrontements complémentaires. Mais ce n'est pas l'autodestruction permanente de dire on est d'accord sur rien, donc du coup on ne fait rien. Donc ça, je crois que c'est quand même bien que ça puisse se faire au Sénat. Pour ma part, j'ai déposé avec le groupe CRCE une PPL sur l'intelligence économique, parce que des rapports sur l'intelligence économique, du travail sur l'intelligence économique, des engagements pour l'intelligence économique, il y en a eu énormément dans ce pays, il continue à y en avoir. Mais la France est une terre particulière, et il ne suffit pas qu'il y ait des rapports, qu'il y ait des gens motivés sur le terrain, s'il n'y a pas une structuration politico-économique, administrative, si je puis dire, qui se met en œuvre, eh ben, beaucoup de ces énergies sont toutes seules individuelles et ne constituent pas une stratégie nationale opérante, là où d'autres pays savent faire converger leurs forces pour développer des outils contre cette guerre économique. Donc, je vous parlerai à la fin de cette PPL. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'on a donc 3 tables rondes. Vous en avez, je pense, la description. Mais je voulais vous dire que les questions de la salle, on les réserve à la fin. Parce que l'expérience nous montre que, comme tous les sujets, tout est dans tout, on risque d'avoir à la première table des questions qui seront traitées ensuite et du coup décaler notre ordre du jour. Mais on aura ce temps d'échange qui est évidemment bien nécessaire. Donc pour commencer, je vais d'abord vous dire qu'il y a 2 documents à votre disposition. La synthèse du rapport de la mission d'information d'André Gattolin, comme elle est longue à lire, tu la présenteras, le titre, et le rapport d'alerte de l'école de guerre économique sur comment les États-Unis contribuent-ils à affaiblir l'économie française. Donc vous les avez sur la table à l'extérieur.